Salut bande d'otaku pour la suite de cette rétrospective. Nous continuons notre redécouverte de Dragon Ball avec le 10e arc, Freezer. Prenons maintenant la Time Machine et remontons à l'époque de cette histoire. Après leur combat contre Vegeta, la Dragon Team a trouvé le moyen de partir pour la planète Namek et ressusciter leurs amis. Krillin, Son Gohan et Bulma seront les voyageurs de cette expédition. Ils prennent 34 jours pour arriver sur Namek, mais leur séjour ne sera pas de tout repos. La majorité de cet arc se déroule loin de la Terre, sur la planète Namek, d'où est originaire Piccolo. On découvre un paysage assez désertique et verdoyant. Le lieu ressemble à celui où Gohan et Piccolo se sont entraînés. On y découvre les Namek, Namek Seijin en japonais, dont leur nom se rapporte à des escargots. C'est en grande majorité un peuple pacifique, mais il y a aussi des guerriers, comme par exemple Nail, qui ressemble trait pour trait à Piccolo. On y fait également la rencontre de Dende, qui est un Namek guérisseur, et le plus présent dans l'arc. On y fait la connaissance du grand chef, le créateur des Dragon Ball de Namek, qui est plus grand qu'un Namek normal. C'est aussi lui qui a repeuplé la planète après le cataclysme de celle-ci. On apprend également que les Namek sont hermaphrodites, tout comme les escargots. On y voit bien sûr les Dragon Ball locales qui sont bien plus grandes que celles de la Terre. Et nos trois amis ne sont pas les seuls à vouloir les récupérer. On y fait la connaissance des antagonistes de cet arc, l'armée de Freezer. Ses bras droits, Zabon et Dodoria, sont assez forts mais n'ont pas fait long feu face à Vegeta. Car oui, Vegeta est présent dans cet arc et a son propre camp, mais on y reviendra plus tard. Pour Dodoria, il ne lui a pas fallu longtemps pour le neutraliser, mais Zabon, ça a été plus problématique. Zabon était au-dessus de Vegeta après sa transformation et l'a rapidement mis au tapis. Mais lors de leur deuxième combat, Vegeta a pris le dessus. Leurs armures sont identiques à celles du Saiyan, car ce sont les armures de l'armée de Freezer. Mais il me semble qu'elles sont Saiyan à la base, mais bon, c'est pas clairement dit dans l'arc. Les soldats de Freezer, quant à eux, ne font pas long feu face à Gohan et Krillin. Mais Freezer, c'est une toute autre paire de manches. Dans sa première forme, il atteint les 530 000 unités et possède 3 autres formes. Alors normalement, il dépasse le million d'unités, mais ces chiffres ne sont pas précisés au moment de ses transformations. Et on voit qu'il domine complètement les protagonistes. Et on va parler de son combat contre Goku plus tard. Freezer est celui qui a détruit la planète Vegeta, que l'on apprend de la bouche de Dodoria. Le tyran le confirme lui-même plus tard. Donc c'est l'ennemi ultime des Saiyans, et ce sont donc à eux de régler son cas. Vegeta est complètement impuissant face à ses 3 autres formes et se fait complètement dominer. Il a aussi sa forme plus musclée contre Goku, où il est à 100% de sa puissance. Mais on en reparlera également plus tard. On retrouve quand même une quête des Dragon Ball dans cet arc, car c'est l'objectif principal. 5 sont déjà en possession de l'armée de Freezer dès l'arrivée des 3 protagonistes sur Namek. On a donc Bulma, de retour sur le devant de la scène. Bon, pas tant que ça, mais elle est quand même présente, comme les 2 quêtes précédentes. Elle est l'origine, en quelque sorte, de cette quête des Dragon Ball, du moins quand l'histoire commence. On a Krillin, le meilleur ami de Goku, qui part pour sa seconde quête des Dragon Ball. Bon, la première c'était que pour une seule Dragon Ball, mais là c'est pour toutes les récupérer. Et ce n'est que la deuxième fois qu'il voit les Dragon Ball activés. N'oublions pas qu'il a vu Shenron qu'une seule fois. Même si Krillin n'est pas du niveau de Vegeta et des 2 bras droits de Freezer, il a su quand même se rendre utile, mais pas autant que les arcs précédents. Il a pu récupérer une Dragon Ball et emmener Gohan voir le grand chef pour déverrouiller sa puissance, même si ça n'a pas été forcément utile contre le commando Ginyu, dont on parlera après. Il a quand même réussi à couper la queue de Freezer sous sa deuxième forme. En vrai, le Kienzan, personne ne se le prend, mais c'est sûrement parce que ça coupe n'importe qui, la preuve avec Freezer. D'ailleurs, ce dernier la recopie en quelque sorte lors de son combat contre Goku. Krillin a aussi utilisé le Taioken 2 fois, la première face à Dodoria et la suivante face à Freezer. Il se fait quand même exploser par ce dernier, ce qui va provoquer la colère de Goku. Mais on en parlera également plus tard. Le dernier voyageur donc est Son Gohan, le fils de Son Goku. Il s'en sort un peu mieux que Krillin, mais pas trop non plus mis au devant de la scène. Son potentiel a été libéré, mais ça n'a pas trop été utile contre leurs adversaires. Bon, je pense qu'ils auraient eu plus de mal si ça n'aurait pas été le cas. Gohan a une autre coiffure dans cet arc, complètement différente de l'arc précédent. Avec Yamcha et Bulma, il fait partie de ceux qui changent de coupe de cheveux, et c'est le seul Saiyan dans ce cas-là. Il arrive à récupérer la Dragon Ball à 4 étoiles que Vegeta avait cachée. On retrouve ce côté aventure, mais avec une grosse partie de combat.
car les Dragon Balls sont récupérés assez vite par les trois camps. Vegeta vole une Dragon Ball à un village Namek, mais se la fait prendre par Gohan sans qu'il ne le sache de suite. Il récupère les 5 Dragon Balls de Freezer et celle que Krillin avait récupérée. Ils se font ensuite voler toutes les Dragon Balls par le commandant Ginyu. On est quand même dans un stress constant avec les personnages, car on ne sait pas comment cette quête des Dragon Balls va se passer. La première fois que je lisais cet arc, j'étais un peu en stress quand Vegeta volait les Dragon Ball de Freezer, car il devait faire vite. Et quand il a découvert que Gohan a pris sa Dragon Ball, il a explosé de rage et je voulais que le groupe de 3 se dépêche de partir. Et c'était vraiment intéressant de le découvrir à l'époque. Et c'est toujours bien mis en page par Toriyama. Freezer a dû faire appel à eux car ils n'avaient plus de scouters et leurs ennemis ne sont pas à prendre à la légère. Du coup, on découvre ce groupe de 5 personnes complètement loufoques, en accord avec le style de Toriyama. Ils font leur pose spéciale type Super Sentai, ce qui les rend plus ridicules. D'ailleurs, en japonais, on dit Ginyu Tokusentai. Et leur nom se rapporte aux produits laitiers. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Même s'ils sont ridicules, ils ne sont pas faibles pour autant. Guldo ou Gourde a quand même mis à mal Gohan et Krillin avec sa technique de stopper le temps et sa technique de paralysie. Mais Vegeta en a profité pour le décapiter. C'était le plus faible des 5. Ils ont récupéré ultra rapidement les Dragon Ball au groupe de Vegeta et Ginyu les a apportés à Freezer. Rikum est le second membre à être mis en avant et est insensible aux attaques de Vegeta, malgré tout ce qu'il se prend. Est-ce qu'il a une résistance extrême à la douleur ? Peut-être. Car il est quand même blessé, mais se porte comme un charme. Il a mis à mal les 3 combattants. C'est Goku qui a dû le paralyser suite à son arrivée sur Namek. Jis et Barta se mettent à 2 contre Goku, mais ne peuvent rien faire. Il est surclasse totalement. Il met hors d'état de nuire Burter assez facilement et laisse fuir Jis. Vegeta, quant à lui, tue Burter et Rikum sans pitié. Le capitaine Ginyu est assez fort face à Goku, mais ce dernier arrive à le dominer et montre sa puissance en l'augmentant. Donc Ginyu a dû échanger son corps avec Goku en se blessant très grièvement un peu avant. Mais il n'arrive pas à bien contrôler la puissance de Goku et se fait dominer par Krillin et Gohan et Vegeta par la suite, qui ce dernier a tué Jis un peu avant. En fait, à part Ginyu, Vegeta a tué tous les membres du commando. Mais bon, il n'en a battu aucun en dehors de Jis. Et Ginyu, en voulant prendre le corps de Vegeta, a pris le corps d'une grenouille que Goku avait lancée. En vrai, il se débarrasse assez facilement du commando. Bon, c'est surtout quand Goku est arrivé que les choses se sont accélérées, et en même temps, Dragon Ball ne prend jamais trop son temps. Et j'ai lu les tomes d'affilée, alors c'est vrai que c'est assez rapide, mais sans trop l'être. C'est nickel. L'ennemi final de l'arc précédent est présent dans cet arc, mais plus comme un mélange de protagonistes et antagonistes. Il se rétablit sur la planète de Freezer et part aussitôt pour Namek, en ayant appris les plans du tyran. Il se débarrasse de son soi-disant rival, Kiwi, assez facilement. Il a appris à varier son énergie, comme la Dragon Team. On a une sorte de poursuite entre lui, le groupe de Freezer et les 3 protagonistes. Ces derniers, eux, veulent éviter les 2 autres groupes. Vegeta veut éviter celui de Freezer, mais profite que Dodoria et Zabon soient seuls pour les éliminer. Il va à un bout de Dodoria facilement et le tue sans pitié après que ce dernier lui ait appris la vérité sur la disparition de sa planète. Vegeta est plus en colère car il a été manipulé. Il est toujours aussi cruel car il massacre un village pour récupérer une Dragon Ball. Il croise à 2 reprises les protagonistes, mais aucun combat ne s'engage. Il croise Krillin qui vole super vite en direction de leur planque avec une Dragon Ball. Et pendant qu'il le poursuit, Zabon est à ses trousses, et j'ai bien aimé cet enchaînement de scènes. Il avait déjà affronté Zabon avant, mais ce dernier l'avait mis mal suite à sa transformation. Il l'a soigné au vaisseau de Freezer, et une fois réveillé, Vegeta en a profité pour voler les Dragon Ball de Freezer. Il a donc croisé Krillin et arrive à leur planque, et Zabon également. Mais cette fois, ce dernier se fait complètement dépasser, malgré sa transformation. Car quand il frôle la mort, les Saiyans augmentent leur puissance. Il tue donc également Zabon. Et lors de leur premier combat, c'est lui qui apprend à Vegeta que Freezer est capable de se transformer. Il a donc récupéré la Dragon Ball de Krillin et pense avoir les 7 et croise Gohan sur la route. Quand j'ai lu la première fois, j'étais investi dans ce moment, car Gohan a caché la boule à 4 étoiles pas très loin, et Vegeta risquait de la découvrir. Je me disais, dépêche, dépêche! Et du coup, Vegeta a foutu un coup à Gohan et le laisse partir. Et quand il se rend compte que ce qu'il avait n'était pas une montre et que sa Dragon Ball a disparu, il devient foudrage. Et là aussi j'étais en stress la première fois, car Gohan arrivait à leur planque et Vegeta arrivait à toute vitesse. Et du coup, je voulais qu'ils partent vite. Et quand le Saiyan est arrivé, bien sûr, les 3 protagonistes ne sont plus là.
Il les recroise 1 ou 2 jours plus tard quand ceux-ci vont voir le grand chef. Il les rattrape rapidement et découvre la maison du doyen. Il s'y rend et découvre que Gohan a gagné en puissance. Et c'est au même moment que le commando Ginyu arrive. Il décide de s'allier à la Dragon Team temporairement pour exaucer son vœu et vaincre le commando. On apprend également que les Dragon Ball de Namek exaucent 3 vœux. Vegeta se débarrasse facilement de Guldo, ou Gourde, mais se fait défoncer par Rikum. Quand Goku arrive, il lui donne un Senzu pour se requinquer. Et Vegeta pense que Goku est le Super Saiyan de la légende qui apparaît tous les 1000 ans, dont Freezer redoute l'existence. Il tue Barta et Rikum par la même occasion quand Goku les a mis hors de combat. Quand Ginyu arrive, Vegeta s'enfuit en laissant Goku seul contre le commandant. Il va donc au vaisseau de Freezer pour changer sa tenue, mais c'est un ancien modèle. Quand Krillin et Gohan arrivent et déterrent les Dragon Ball, il attend que ces derniers invoquent le dragon pour les tuer, mais rien ne se passe, car il faut parler Namek. Quand Ginyu et Jis débarquent, ils affrontent ce dernier et le tuent facilement. Ils dominent également Ginyu dans le corps de Goku et son corps a failli se faire prendre. Après ces événements, ils soignent Goku dans une capsule de régénération car il va avoir besoin de lui pour affronter Freezer. Il fait changer de tenue à Gohan et Krillin car il a aussi besoin d'eux. Et ces tenues de l'armée de Freezer les protégera mieux. Pendant qu'ils dormaient, Krillin et Gohan en ont profité pour récupérer les Dragon Ball et invoquer Polunga grâce à Dende. Vegeta s'en rend compte et va en direction des 3 amis, mais 2 vœux ont déjà été utilisés. Mais avant que le prince des Saiyans ait pu exaucer le sien, le grand chef meurt et donc les Dragon Ball deviennent des pierres. Freezer arrive dans la foulée et Vegeta arrive à lui tenir tête dans sa première forme, mais sous ses 3 autres, il se fait dominer. Il demande même à Krillin de le blesser mortellement pour se faire soigner par Dende, pour qu'il puisse revenir beaucoup plus fort. Il se déclare Super Saiyan et pense être prêt à tenir tête à Freezer, mais ce dernier le domine toujours complètement et le martyrise. Vegeta, ayant été profondément blessé dans son honneur, se met à pleurer et n'a plus aucune envie de combattre. Quand Goku arrive, il est au bord de la mort et supplie Kakaroto, en larmes, de tuer Freezer pour laver l'humiliation que lui et les Saiyans ont subie. Il se fait tuer ensuite par Freezer et se fait enterrer. Il ressuscite par la suite quand quasiment tout Namek revient à la vie. Il est lui aussi sur Terre maintenant et attend le retour de Goku. Il vit sur Terre pendant 1 an à la Capsule Corporation et s'habille avec des vêtements de terrien. Quand Freezer est là, il est présent avec la Dragon Team et voit aussi le mystérieux garçon. Il a quand même évolué dans cet arc et a plus été approfondi, et il va plus évoluer par la suite. Piccolo n'est pas très présent dans cet arc, car il est mort dans l'arc précédent et est ressuscité par les Dragon Ball de Namek et ramené également sur la planète par celle-ci. On apprend de la bouche du grand chef quand il parle à Krillin que si Piccolo et Dieu ne s'étaient pas séparés, il serait beaucoup plus puissant. On apprend aussi que Piccolo est un guerrier. En même temps, on s'en doutait un peu. On en a appris un peu plus sur le Tout-Puissant et qu'il provenait du clan du dragon, et donc que c'est normal qu'il ait pu créer d'autres Dragon Ball sur Terre. Quand Piccolo revient, il croise Nail blessé et ce dernier lui propose de l'assimiler pour gagner en puissance. Il lui révèle également que c'est dommage qu'il se soit séparé du Tout-Puissant. Donc il l'assimile et il est pris d'une grande confiance et se sent invincible. Il arrive à tenir tête contre Freezer deuxième forme mais ne fait pas le poids contre sa forme suivante. Donc en vrai, Piccolo n'a pas servi à grand chose dans cet arc, mais on l'a fait quand même un peu évoluer et on a appris qu'il serait beaucoup plus puissant s'il refusionne avec Dieu. Il ne prend pas part à la première expédition car il est toujours blessé. Yajirobe lui apporte des senzu et bien sûr, ça le requinque. Et il récupère une tenue que Maître Kaio lui a donnée. Ça, c'est un des plus grands mystères de Dragon Ball. On voit qu'il y a plein de tenues, mais comment Kaio les a fabriquées et comment il les lui a envoyées? Par la poste? Ça a jamais été dit. Et même quand il arrive sur Namek, c'est une autre tenue de Kaio. Mais c'est jamais dit comment il les a eues. Après, c'est peut-être Baba qui les lui a apportées, je vois que ça, mais c'est pas dit. Et ça veut dire que Kaio est allé voir Baba directement pour lui apporter, ou inversement. Bon, en vrai, ça a peut-être été dit depuis, mais moi, en tout cas, j'ai jamais su. Donc, il avait demandé au père de Bulma de lui construire un vaisseau pour qu'il puisse aller sur Namek et s'entraîner en même temps. Et t'as la mère de Bulma qui le drague au calme. Le vaisseau que le professeur Brief a construit a été fait à partir des pièces du vaisseau dans lequel Goku est arrivé sur Terre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, comment ça se fait que Goku n'ait jamais croisé ce vaisseau ? Car il vivait dans la forêt pendant longtemps, et il vit encore à côté. Après, peut-être que comme les herbes et les arbres ont poussé, ça a dû le cacher. Mais bon, je ne sais pas si ça a pu l'enterrer. Et il me semble que le professeur Brief a eu du mal à le retrouver. Donc Goku part pour Namek pour aider ses amis et son fils. Et il est excité d'affronter un adversaire plus puissant que Vegeta. Il va donc s'entraîner pendant 6 jours à une gravité beaucoup plus élevée que la Terre, qui va de 20 à 100. Il frôle la mort plusieurs fois et donc il a énormément gagné en puissance pendant ces 6 jours. Il arrive à plus de 180 000 unités en utilisant le Kaioken. Son endurance a encore plus évolué. Il peut également lire dans les pensées. Comment il fait ça ?
Je me suis dit qu'il imite Maître Kaio, mais il me semble pas qu'il puisse faire ça, lui. Il peut communiquer par télépathie, mais vérifier la mémoire des gens, je suis pas sûr. Après, c'est peut-être une version améliorée. Il bat facilement Rikum en un coup en augmentant sa puissance pendant un court instant. Il domine Jis et Barta et met hors de combat ce dernier. Il combat à peu près à armes égales contre Ginyu, mais ce dernier se rend compte qu'il est beaucoup plus puissant que lui. Et du coup, il prend son corps et Goku se retrouve dans celui de Ginyu. Et il a du mal à le maîtriser, et c'est également le cas de son adversaire, ce qui leur coûtera la victoire. Il se régénère dans une capsule de régénération et part affronter Freezer et enterre Vegeta et respecte l'honneur qu'il avait. Il jure de vaincre Freezer. Et est-ce que Goku est bien le Super Saiyan de la légende? Car il a dépassé tous les Saiyans et a surpassé ses limites. Quand Freezer voit Goku pour la première fois, il lui rappelle un Saiyan qui l'a éliminé. Et ce Saiyan s'avère être le père de Goku, qui est apparu dans le TV Special quelque temps avant la sortie du chapitre où on le voit. C'est une histoire assez connue, mais Toriyama a apprécié le design de Bardock et l'a donc utilisé et intégré dans le canon de son univers. Avec les sorties récentes, les choses ont un peu changé, mais on en parlera dans une vidéo à part. Le combat se déroule en deux phases. On a l'affrontement des deux jusqu'à ce que Freezer se prenne le Genki-Dama. Goku arrive à tenir tête à son adversaire, mais ce dernier va le dominer complètement, car il n'était pas à 100% de sa puissance. Le Saiyan a fait preuve d'ingéniosité dans ce combat. Il a utilisé le Kamehameha pour tromper Freezer et le prendre par surprise. Il l'a mordu également. Mais malgré son talent et sa puissance, Goku ne faisait pas le poids contre Freezer, même s'il a réussi à le blesser. Car il utilisait déjà le Kaioken x20 et ses vêtements ne sont plus lourds, mais un peu plus résistants. En vrai, je sais même pas si ça a été utile à un moment donné, ce genre d'astuce. Il a dû utiliser le Genki-Dama pour se débarrasser de lui. Et même après se l'être pris, Freezer est encore debout. En vrai, ça fait 2 fois que le Genki-Dama n'a pas battu l'adversaire. Est-ce une technique surcotée? Je sais pas. Mais bon, ça renforce aussi le sérieux des adversaires. Donc Freezer a survécu et tue Krillin. Et là, Goku explose de colère et ses cheveux deviennent jaunes. C'est la première fois que l'on voit le Super Saiyan. Son langage change complètement de d'habitude car il est en colère. Il met très à mal Freezer, mais ce dernier s'en sort pas mal. Il passe à 100% de sa puissance, mais ça le fatigue également, ce qui ne va pas échapper à Goku et mettre fin au combat. Freezer a d'ailleurs voulu faire exploser la planète, mais n'a pas pu la détruire complètement par peur de se reprendre dans l'explosion. Il y a donc un répit de 5 minutes avant qu'elle ne disparaisse. Entre temps, le grand chef est revenu à la vie pour quelques instants grâce au Dragon Ball de la Terre. On apprend également que personne ne peut être ressuscité au-delà de 1 an de la mort de quelqu'un, et non plus de mort naturelle. Donc comme le grand chef a ressuscité, les Dragon Ball ont été réactivés, et le dernier vœu a pu être prononcé. Tous ceux présents sur Namek en dehors de Goku et Freezer sont envoyés sur Terre, car le Super Saiyan veut continuer à affronter le tyran et à le dominer. Il y arrive sur le long terme, et Freezer a utilisé une sorte de Kenzan pour trancher Goku, mais n'y arrive pas. Goku voulut foncer sur lui pour qu'il se la prenne, mais Freezer connaît bien ce genre de tactique. Mais il se la prend quand même plus tard par inattention. Il est donc coupé en deux et leur combat est donc terminé. Freezer implore la pitié de Goku et ce dernier lui cède un peu de son énergie, mais il en profite pour l'attaquer par derrière et donc il a dû l'achever. Et on le voit à son expression qu'il aurait voulu éviter cela. Mais malgré sa victoire, il n'arrive pas à quitter la planète avant qu'elle n'explose. Quasiment tous les Namek sont sur Terre et le grand chef décède à nouveau en laissant sa place à Muri. Ils vivent donc à la Capsule Corporation en attendant de repartir sur une nouvelle planète. Les membres de la Dragon Team morts sont ressuscités et Goku n'est pas mort. Polunga dit qu'il va revenir de lui-même et c'est le cas 1 an après. Quelques heures avant son arrivée, Freezer, cybernétisé, arrive en compagnie de son père et découvre la Terre. Mais leur projet tombe à l'eau quand un mystérieux jeune homme leur barre la route. Il est lui aussi capable de se transformer en Super Saiyan. Il tranche Freezer et le réduit en poussière. Il tue également le roi Cold. Ah, il se pose pas de questions, il tue direct. La Dragon Team rencontre le jeune homme et attend Goku avec lui. Une fois arrivé, le jeune homme demande à voir Goku en privé. Ils se mesurent rapidement l'un à l'autre et le jeune homme est impressionné du niveau de Goku. Et une fois redevenu normal, le jeune homme se présente à Goku sous le nom de Trunks, de venir de 20 ans dans le futur et d'être le fils de Vegeta. Cet arc se déroule du chapitre 246 au chapitre 334, soit 88 chapitres. Et il me semble que c'est le plus long jusqu'à maintenant. Beaucoup pourront me dire que l'arrivée de Trunks n'est pas dans le même arc, mais je suis le guide officiel qui indique que ces chapitres sont bien dans le même arc. La majeure partie de celui-ci se déroule en dehors de la Terre, sur la planète Namek.
On y découvre une faune et une flore différentes, ainsi qu'une culture différente. Vegeta a été plus approfondi et on en sait un peu plus sur lui. Son arrogance est beaucoup plus mise en avant, et le fait qu'il ne puisse pas venir à bout de Freezer le fait pleurer. Et il meurt en suppliant Goku de se débarrasser de Freezer. La fierté du guerrier mise en avant. Et après il se fait ressusciter, ce qui peut un peu casser sa fin, mais bon, ça reste quand même cohérent et ça ne dérange pas trop par la suite. Ça permettra de plus le développer. La Dragon Team n'est pas trop mise en avant et j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire briller Goku. Après ça reste le protagoniste principal, ce qui est un peu normal. On améliore quand même Gohan, Piccolo et Krillin dans cet arc, mais j'ai l'impression que c'est plus de la transition pour eux, pour les faire briller plus tard. Et je pense que Goku et Krillin n'auraient pas dû revenir. Certes, les Dragon Ball de Namek peuvent ressusciter à l'infini une personne, mais là, ils auraient dû revenir à l'endroit où ils sont morts, donc sur la planète Namek qui n'existe plus, car je pense que leur corps n'a pas été récupéré par le Tout-Puissant. Donc c'est plutôt logique qu'ils ressuscitent là-bas et non dans l'au-delà. Mais Vegeta leur dit d'invoquer leurs âmes sur Terre pour ensuite les ressusciter. Ça, c'est trop une facilité scénaristique. Ça aurait été super que Goku soit devenu le plus puissant de l'univers et qu'il puisse mourir au summum de sa puissance. Comme ça, on aurait mis plus les autres en avant, et ça aurait été plus dramatique. Mais bon, Toriyama n'était pas dans le dramatique, on le sait bien. Et c'est fort dommage. Faire revenir Freezer en cyborg, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça a déjà été fait avec Tao Pai Pai. Du coup, c'est du réchauffé, mais ça sert à introduire Trunks. Et quand j'étais en train de relire, je me suis dit que ça aurait été beaucoup plus intéressant que Trunks vienne de 1000 ans dans le futur et soit pas le fils de Vegeta, mais sa descendance beaucoup plus lointaine. Car on nous introduit la légende du Super Saiyan comme celui qui apparaît tous les 1000 ans, et là ça aurait été beaucoup plus intéressant. Car le concept de voyage dans le temps à cette époque dans le manga, ça fait penser un peu à Terminator. Et on sait que Toriyama était fan de science-fiction. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une ref à ça, car récemment, on a appris que Toriyama ne savait pas qui était Trunks quand il a été introduit, et a décidé d'en faire le fils de Vegeta et Bulma sur un coup de tête. Et c'est un peu dommage. Et je trouve que, même si c'est la partie la plus populaire, Dragon Ball devient moins bon à partir de l'arc Saiyan. Car c'est là que ça commençait à devenir un peu plus sombre et que la puissance a commencé à être calculée. Et du coup, les chiffres deviennent complètement astronomiques. Car Goku et Piccolo étaient vers les 400 environ au début de l'arc Saiyan, et maintenant ils seraient vers les millions. Car Freezer est à 530 000 unités dans sa première forme, et ça augmente encore dans ses transformations. Et donc, Goku est passé d'environ 180 000 à des millions en puissance, juste en régénérant pendant 1 heure. C'est un peu abusé quand même, car il a pris 6 jours pour passer de plus de 8 000 à 180 000. Et là, en 1 heure, il devient ultra puissant. C'est à partir de l'arrivée de Vegeta et Nappa que la mesure de la puissance a commencé à partir en steak. Et c'est encore plus parti très loin sur Namek. Mais on sait que Toriyama improvisait quasiment tout le temps son œuvre. Et je pense qu'il n'était pas autant investi dans les derniers arcs que les premiers, car les incohérences et les questions sans réponse ont commencé à l'arc précédent. On peut voir aussi que les personnages ont des pertes de mémoire. Quand on apprend que les Dragon Ball de Namek peuvent exaucer 3 vœux, c'est de la bouche de Nail, et Krillin et Gohan étaient présents. Et plus tard, quand Dende invoque le dragon, Krillin et Gohan sont surpris qu'il puisse exaucer 3 vœux. Après, ils l'ont entendu qu'une fois, et avec ce qui s'est passé, ils ont dû oublier. Mais bon, ça reste des spéculations. Mais c'est fort probable que Toriyama ait oublié qu'il avait donné cette info. Et l'autre perte de mémoire, c'est Bulma. Quand Gohan et Krillin vont chercher le Dragon Radar auprès de Bulma, Gohan lui dit que son père est arrivé, et elle demande même s'il est devenu plus fort. Et quelques chapitres plus tard, elle se demande quand est-ce que Goku va arriver. Et elle le redemande même à Gohan quand il vient la récupérer pour s'enfuir. C'est encore un oubli de Toriyama, je pense. Ça reste pas grave, mais quand tu le remarques, ça fait un peu tiquer. Et c'est ce qui me dérange un peu dans Dragon Ball. Les dessins par contre restent cohérents, je vois pas de défaut. Les mises en page sont toujours aussi bien et certains plans toujours aussi cool. Et c'est sympa de voir toujours des détails intéressants, ce qui rend vivant le moment. Là, la forme des yeux a complètement été adoptée. C'était un peu en plein changement dans l'arc précédent, mais là, ça a clairement changé. L'arc en lui-même reste bon et culte, car on y voit l'apparition du Super Saiyan. Et c'est vrai qu'en lisant, il se transforme très rapidement et n'a pas une mise en scène ultra travaillée, comme pour les transformations de Freezer par exemple. Et le fait que Goku puisse se transformer maintenant et pas avant, c'est parce qu'il n'était pas à un niveau suffisant pour devenir le guerrier légendaire. Et encore une fois, ça aurait été parfait s'il était resté mort. Mais bon, on ne peut pas changer l'histoire. Après, on peut en faire un voitif. Faudrait que j'y réfléchisse un de ces 4. On a quand même toujours un peu d'humour, notamment avec le commando Ginyu. Ça reste la patte de Toriyama. Cet arc est devenu culte et le restera, malgré ses défauts, car il a introduit des éléments qui ont changé le monde du manga à jamais.